l'honneur d'être accompagné aujourd'hui par Sarah, qui est Head of People chez Conto. Bonjour à tous. Donc, Sarah a rejoint les équipes de Conto il y a à peu près 1 an et demi. Conto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une néobanque qui propose des comptes pro en ligne à destination des PME et des indépendants. Sarah, avant qu'on commence de parler de l'expérience candidat, il y a une étude qui est sortie il y a à peu près 1 an, qui a été publiée par l'agence marketing La Super Agence, qui disait que 60% des candidats qu'ils avaient interrogés avaient déjà eu un problème lors d'un processus de recrutement. Et dans cette même étude, 60% des entreprises reconnaissaient avoir déjà lu des critiques négatives sur leur processus de recrutement. On sait que l'expérience candidat est une expérience très importante dans la vie de chaque individu, mais c'est aussi très importante pour la marque employeur. Est-ce que toi, avec ton vécu, tu as déjà le souvenir ou une anecdote à nous raconter sur une très mauvaise expérience candidat ? Alors on entend beaucoup de choses et on vit beaucoup de choses en tant que RH, mais j'ai eu vent d'une très très belle anecdote, et c'est souvent d'ailleurs les cordonniers les plus mal chaussés. Un candidat pour un poste de DRH qui en fait arrive à un entretien qui a été déjà décalé plusieurs fois, qui attend à l'accueil pendant un peu plus d'1 heure, qui finalement se retrouve avec un interlocuteur différent de celui initialement prévu, qui a pendant l'entretien la personne avec qui il devait avoir le processus de recrutement qui entre dans la salle sans même lui prêter la moindre attention, qui a un entretien qui dure à peine 20 minutes, qui repart et qui n'a jamais de réponse. Voilà, ça c'est true story. Donc c'est, je pense, la pire expérience candidat qu'on peut faire vivre à quelqu'un. Mais sinon, il y a aussi beaucoup plus simple, et il y a quelque chose qu'on vit un peu, nous, en tant que RH, dans notre quotidien. C'est tout simplement se planter de prénom quand on répond à un candidat, ou de laisser le prénom en lettres capitales, car c'est un template automatique. Voilà, ce genre de choses, c'est très simple, mais effectivement, quand on gère beaucoup de volume, ça plombe un peu l'expérience candidat. Et c'était pas chez Conto que c'est passé cette histoire ? La première ? Ouais. Pas du tout. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous parler maintenant de toi et de ton expérience chez Conto ? Comment s'est passée ton expérience candidat et dans quel contexte est la boîte quand tu arrives ? Alors moi, quand je suis arrivée, déjà c'était un contexte tout à fait différent. On était un peu moins de 50 dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a un peu plus de 130 en 1 an. Donc ça a beaucoup grandi. Mon expérience candidat, elle était en fait à l'image de Conto. Clairement, c'était très simple, efficace et à la fois challenging. Donc j'ai été contactée par l'un des fondateurs. On a eu un premier call. Et très vite, on a avancé dans le processus de recrutement. Donc on s'est rencontrés. On s'est dit qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de continuer ensemble. J'ai eu un cas pratique à faire dans un temps record. Je me souviens encore que j'étais dans le train sans connexion Internet. Il fallait absolument que je renvoie mon cas pratique. Mais il fallait que je le fasse, je l'ai fait. Et ensuite, je suis venue rencontrer les managers. Là, ça a conforté ma motivation pour Conto. Et j'ai eu une offre. Et franchement, en 2 semaines, c'était fait. Et ça y est, je sautais dans une toute nouvelle aventure, parce qu'effectivement, L'Oréal, Conto, ce sont 2 mondes très, très, très différents. Mais effectivement, c'était à l'image de Conto, c'est vraiment ça que je retiens. Et donc, quand je suis arrivée chez Conto, pour répondre à ta question, c'était un contexte où il y avait beaucoup de choses à construire, mais j'ai été quand même globalement assez impressionnée de ce que les fondateurs avaient déjà mis en place. Donc, par exemple, il y avait une superbe page Welcome to the Jungle. Ils utilisaient le Welcome Kit déjà à l'époque. Et en fait, le contexte était une levée de fonds qui venait d'être effectuée quelques mois auparavant, donc 10 millions d'euros. Forcément, c'est un énorme boom pour les recrutements. Donc, ils ont quand même géré 50 recrutements tout seuls. Donc, il y a 2 fondateurs, et avec les managers aussi qui ont été très impliqués. Et il y avait tout à construire, et en tout cas, il y avait un vrai passage de relais à effectuer sur toutes les problématiques RH. Et du coup, par rapport à ton vécu, est-ce que tu as déjà pu anticiper tout ce que tu allais pouvoir faire pour changer l'expérience candidat chez Conto ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu mettre en place dès ton arrivée ? Alors, mon expérience candidat, je l'avais trouvée vraiment top. Donc, je m'étais dit, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais effectivement, c'est toujours perfectible. En revanche, le sujet du recrutement, globalement, c'était quand même le fer de lance quand je suis arrivée. Et c'est le premier chantier sur lequel j'ai travaillé, notamment pour trouver le bon outil
qui allait nous aider à scaler la start-up. Donc même si on a beaucoup travaillé avec le Welcome Kit, on a essayé de trouver un ATS, donc un outil de recrutement qui nous permettait de gérer le volume des candidatures et le nombre de recrutements qu'on avait à traiter. Donc ça a été en fait un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'était le flux de recrutement, quelles étaient les étapes, qu'est-ce qu'on voulait faire vivre comme expérience, comment on souhaitait évaluer en fait les candidats et en fait comment on allait réussir à recruter, à doubler, tripler la taille de l'entreprise très vite. Et justement, est-ce qu'on n'est pas maintenant dans un schéma un peu inversé où, ok, le candidat a besoin de se vendre pour plaire à l'entreprise, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi à l'entreprise de savoir se vendre et d'être avide de plaire pour attirer les talents justement et avoir une image, une expérience candidat qui correspond un peu à l'image qu'on essaie de donner de notre entreprise? Oui, complètement. Je pense qu'on a tous conscience qu'aujourd'hui, il n'y a aucun rapport de force. Alors c'est assez marrant parce que parfois, certains l'oublient. Mais moi, moi et l'équipe chez Conto, on essaye vraiment de vivre l'expérience candidat ou le recrutement comme en fait, c'est du donnant-donnant. Donc nous, on a besoin d'apprendre un maximum de choses sur le candidat pour savoir si effectivement il va y avoir un bon fit, si c'est la personne qu'il nous faut à ce moment-là et dans cette équipe-là. Mais en même temps, on doit donner aux candidats, donner envie de rejoindre l'aventure, notre aventure, et essayer un maximum qu'ils se projettent dans la société. Donc il n'y a pas de rapport de force, c'est vraiment du donnant-donnant pour moi. Et comment tu fais alors pour donner envie aux candidats? Quels sont les process? C'est quoi les différentes étapes qu'il faut avoir pour une expérience candidat réussie? Ça commence dès l'annonce, dès l'écriture de l'annonce? Comment on vend son entreprise en écrivant une annonce pour recruter des gens? Alors, je pense qu'il y a l'expérience candidat, elle est bien avant l'annonce. C'est tout ce qui a été évoqué depuis ce matin. L'image employeur, elle est clé. Et typiquement, quand on parle d'expérience candidat, on se dit que c'est justement un élément qui est hyper vertueux. Un candidat qui n'est pas retenu dans votre société, bah forcément, il va parler de votre entreprise. Il va dire à ses potes, j'ai eu un process de recrutement chez Conto, j'ai pas été pris, mais franchement, la RH était super sympa, ou le fondateur a pris le temps de me voir. Enfin, honnêtement, ça va énormément jouer sur, ah bah tiens, toi, t'as peut-être pas été pris chez Conto, mais regarde, il y a d'autres postes qui peuvent être intéressants pour toi. Et bref, c'est un cercle vertueux, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, comme l'expérience collaborateur après, un peu plus tard, quand les personnes nous rejoignent. Mais pour revenir à Conto spécifiquement, alors il y a une phrase, je pense que tous les jours, Steve Hanavi, qui est l'un des cofondateurs de Conto, nous dit c'est « love at first sight ». Voilà, donc c'est le coup de foudre, c'est hyper important. Le premier moment, le premier moment de rencontre, c'est un peu la philosophie qu'on a envie d'avoir dans le processus de recrutement. Et pour ça, bah, en fait, on a une expérience candidat qu'on veut baser sur, on va dire, 3 grands piliers. Le premier, c'est apprendre à connaître Conto. Donc en fait, comprendre qui on est, comment on est structuré, comment on travaille, qu'est-ce qui nous anime, quelle est notre culture, quelles sont nos valeurs. C'est très sympa d'avoir nos valeurs inscrites sur le site de Welcome, mais c'est beaucoup plus sympa que le candidat comprenne que ce qui est écrit sur la page Welcome est complètement vécu et incarné pendant le processus de recrutement. Donc ça, c'est un des piliers très forts, et ça rejoint le premier point qui était c'est du donnant-donnant. Donc on va évaluer le candidat, mais en même temps, on va lui montrer qui on est vraiment. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle chez Conto le lead time. Donc on est très à cheval. Alors on est loin d'être parfait. On parlera certainement de ce qu'on doit encore améliorer. Mais le lead time, c'est très important. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la guerre des talents. Je pense que c'est un terme qu'on n'utilise plus tellement c'est complètement incarné par tous. Et on sait que le temps joue contre nous aussi. Donc il faut être très clair sur si on veut un candidat, si on fait entrer un candidat dans son flux de recrutement, c'est parce qu'on le veut vraiment. Et si on le veut vraiment, on va l'emmener au bout le plus vite possible. Et en fait, souvent, les RH, et même moi, hein, on a ce réflexe de dire bon, je fais rentrer du monde dans le process, mais il y a peut-être d'autres candidats qui sont bien, et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront encore mieux. Et donc, on fait rentrer un volume de candidats dans le process, mais en fait, c'est vraiment pas le but. Et ça, souvent, ça joue des tours sur l'expérience candidat. Donc, l'objectif, c'est à partir du moment où on est convaincu, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous demande dès le premier entretien, c'est de savoir si on est convaincu par le candidat qu'on veut recruter.
Le rôle de RH, c'est de faire en sorte qu'on soit sur un lead time le plus court possible. Et donc tous les jours, et je pense que ça va faire sourire une partie, enfin l'équipe recrutement est dans la salle, ça va les faire sourire, mais tous les jours, on se dit, ok, quels sont les candidats qui sont le plus proches en fait de conclure avec nous. Jolie métaphore. Mais donc conclure avec nous, mais du coup, comment on fait en sorte de les amener vraiment au bout? Comment on va au bout de cette expérience et faire en sorte qu'on arrive à les intégrer le plus vite possible. Donc ça, c'était le deuxième point sur la partie lead time, donc maîtriser le temps du processus de recrutement. Et le troisième, et ça, c'est hyper important, surtout dans des startups ou dans des entreprises qui croient très vite. C'est que justement, même moi, j'ai utilisé le mot processus. Et pareil, ça fait mal aux oreilles J'utilise beaucoup aussi, de Steve Hanavi. Il n'y a pas de processus à avoir ou d'étapes hyper figées. C'est la human touch. Le troisième point, le troisième pilier, c'est de se dire comment on arrive à considérer chaque candidat comme un individu qui a des besoins, des attentes vraiment spécifiques. Donc en fait, un candidat déjà qui a été chassé et un candidat qui postule sera jamais dans la même posture, aura jamais besoin de vivre la même expérience candidat. Typiquement, si c'est pour un poste, un premier job ou un poste de management, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes niveaux d'information, pas les mêmes, rencontrer le même nombre de personnes. Donc il faut avoir cette finesse d'analyse quand on rencontre les candidats dès le premier entretien. Et donc ça, c'est le vrai rôle du RH, c'est de se dire, ok, cette personne-là, elle peut être un peu sceptique pour telle et telle raison, ou moi j'ai un peu des doutes sur ça. Donc en fait, comment je vais adapter mon process? Et très concrètement, si je donne un exemple, si je chasse par exemple pour un poste de Head of User Acquisition, je vais avoir des personnes qui sont à l'étranger, je vais avoir des personnes que j'ai chassées directement ou qui postulent sur le site. Je ne vais pas leur proposer la même expérience candidat. Donc je vais solliciter très, très facilement, et là les fondateurs sont hyper investis dans l'expérience qu'on peut faire vivre. C'est, voilà, j'appelle Steve ou Alex et je leur dis, ce candidat-là, il est vraiment canon. En revanche, je pense qu'il a un peu des doutes sur Conto, il faut qu'on arrive à le twister. Donc, est-ce que tu peux aller prendre un café avec lui? Est-ce que tu peux le recevoir avant même que je lui envoie le cas pratique, ou qu'il rencontre d'autres personnes, d'autres managers? Donc ça, c'est vraiment ce qui va permettre de personnaliser un maximum l'expérience candidat et de faire en sorte que le candidat se sente compris et vraiment voulu dans la start-up. Ok, donc ça c'est l'idéal, mais c'est quand on a le temps de le faire. Toi qui viens d'un grand groupe, parfois vous recrutez très très vite et ou même quand Conto, ça fait 1 an et demi, le volume, j'imagine que le volume a vachement augmenté. Comment tu sais quel timing tu peux accorder à tel candidat, quel temps tu peux accorder à ça, comment on gère tout le process? C'est quoi le lead time idéal pour recruter? Est-ce qu'il y a des gens sur qui tu dois accorder plus d'importance que d'autres? Est-ce que lors de ton annonce, par exemple, tu peux te permettre d'écrire beaucoup de questions qui peuvent peut-être en lasser certains? Comment on sait ça? Alors, il y a plein de questions. Je pense que ce qui est hyper important, c'est à la base de partir du besoin du client. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on est équipe de recrutement, notre objectif, c'est de recruter les meilleurs profils le plus vite possible pour répondre à l'attente des managers et de l'entreprise. Et en fait, on est garant, nous, RH ou recruteurs, de se dire, est-ce que là, j'ai les bons moyens pour y arriver? Donc typiquement chez Conto, on a 40 postes ouverts en permanence. Aujourd'hui, on est 3 sur le recrutement. Moi, j'ai quand même d'autres responsabilités, donc je ne suis pas à 100% sur le recrutement. Donc c'est beaucoup, beaucoup de postes. Donc il y a un vrai besoin, et là je parle aux RH qui sont là, pour garantir et en fait s'assurer que l'expérience candidat va être la plus intéressante possible, prioriser un maximum au départ, se dire quelles sont les priorités de la boîte. On ne peut pas recruter 40 personnes en même temps, ce n'est pas possible. Et typiquement, mettre 40 offres d'emploi sur un site internet, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en ce moment, mais on est en train d'y réfléchir, ça va juste générer
en fait de la frustration, puisque les gens vont postuler, mais en fait on n'a pas le temps forcément d'y répondre. Donc là, il y a un lead time qui court, etc. Et en fait, il faut absolument, je pense qu'un des premiers éléments, c'est prioriser et se dire quelles sont les priorités pour la boîte aujourd'hui, qui est-ce qui doit arriver le plus vite possible. Et une fois qu'on est concentré sur ces besoins-là, eh ben, il faut, ce que nous on dit, il faut tirer au maximum. Donc une fois qu'il y a un candidat qui rentre dans le process, faire en sorte de l'amener au bout le plus rapidement possible. Aujourd'hui, notre moyenne, c'est 1 mois pour le process de recrutement. Et clairement, notre objectif, c'est de descendre à 15 jours, idéalement. Et du coup, en 15 jours, comme il y a 3 étapes, il doit rencontrer toi d'abord, ta validation, le manager, les fondateurs. À quelle fréquence t'échanges avec les managers et les fondateurs pour savoir si on accélère sur tel candidat, si on boucle ce recrutement-là ou si on priorise autre chose? Alors c'est du temps réel, on a via notre outil de recrutement la possibilité de se taguer, de se dire j'ai vu ce candidat, est-ce que tu peux prendre rendez-vous avec lui, et donc de communiquer très facilement avec les managers ou les différents interlocuteurs impliqués dans le processus de recrutement. Mais on a aussi, en fait, tous les matins, on se voit, équipe de recrutement, et on se dit, ok, qui sont les candidats en process. Donc typiquement, les fondateurs viennent souvent à ce meeting-là, donc ils connaissent pas tous les candidats qui sont dans le pipe Conto, mais ils en connaissent quand même certains. En tout cas, ceux qui sont le plus proches de terminer le processus. Et en fait, on essaye de se dire, ok, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette personne-là, elle a fait un skills test il y a 4 jours et elle n'a toujours pas de réponse? Et ça, c'est true story, on l'a vécu hier. Bah là, du coup, on se déplace. On va voir le manager ou le lead dev, on lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas pu voir le candidat? Comment on peut t'aider? Etc. Et en fait, on va aller chercher à s'améliorer en permanence. On va dire, peut-être qu'en fait, le formulaire qu'on lui demande de remplir pour évaluer le skills test, en fait, il est complètement obsolète, en fait. Ça lui prend 1 heure à remplir et c'est pas du tout adapté, etc. Donc, on va essayer de s'améliorer en permanence. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est du temps réel et surtout parler à ses managers, parler aux personnes qui sont impliquées dans le process. Vraiment faire en sorte que le recruteur soit garant d'amener le candidat au bout. Et même au-delà de ça, au-delà de la communication qu'on peut avoir avec le manager, c'est avoir une communication aussi avec le candidat. C'est-à-dire que nous, on se positionne, moi je suis très WhatsApp, je suis très texto, comment s'est passé ton entretien avec Bernard, comment tu t'es senti avec Alex, enfin, voilà, donc on essaye la human touch, justement, ça va être ça, va être de faire en sorte d'être proche du candidat. Et une fois que nous, on a validé en tant que RH, en fait, on doit être dans une posture qui est un peu différente. La posture, ça va être plutôt une posture de coach, plutôt d'accompagner le candidat jusqu'au bout. Et c'est hyper important que le candidat puisse se reposer sur nous. Ah ben ça, c'était pas très clair. Ou mais j'ai encore une question sur ça. Et en fait, d'éliminer au maximum les doutes qu'il peut avoir. Et ça va être un vrai plus aussi dans l'expérience. Et donc, quelle est la limite que tu fixes à la human touch? Parce que si toi, tu te mets du côté du candidat et que derrière, le fondateur dit non, moi, ça me va pas, à quel moment, comment tu récupères ça? C'est quoi les feedbacks que tu fais derrière un candidat que vous refusez de prendre finalement alors qu'il a passé les 2 premières étapes? On a un peu des règles sur les feedbacks. Ça, c'est un des gros sujets, c'est les réponses. À partir du moment où les personnes postulent ou les personnes entrent dans le process, c'est un des KPI qu'on doit avoir, c'est 100% de retour. Pareil, on est loin d'être parfait, même si vraiment on essaye de s'y tenir au maximum. On va essayer d'automatiser. Donc malheureusement, on ne peut pas faire une réponse personnalisée. Il y a une limite à la human touch, évidemment. On ne va pas faire des réponses personnalisées sur une réponse négative sur le CV. Ça, je pense que tous les candidats peuvent le savoir. En revanche, si on nous écrit derrière en nous disant franchement, Conto, c'était mon rêve, je suis persuadée que c'était la boîte qu'il me fallait, j'ai peut-être pas su me vendre, est-ce qu'on peut échanger, etc. Franchement, moi, il y a plein de fois où on m'a écrit sur LinkedIn, j'ai reçu une réponse négative, j'ai pas compris, etc. Je vais essayer de prendre 2 minutes pour y répondre. Par écrit. Par écrit, effectivement, si c'est juste sur LinkedIn. Après, à partir du moment où on est rentré en contact avec le candidat, donc il est venu. Nous, on a la première étape, c'est donc souvent c'est l'entretien RH, c'est plutôt un vidéo call.
Donc là, on peut faire une réponse par mail en général, si jamais le candidat n'est pas retenu. Mais à partir du moment où il s'est déplacé, où il a échangé aussi avec les équipes, là, on va essayer au maximum de personnaliser le feedback, puisqu'il a passé du temps. Parce que souvent, après, l'entretien RH, c'est un cas pratique qui prend au moins 2-3 heures. Franchement, prendre 5 minutes pour débriefer le candidat, c'est quand même la moindre des choses. Donc on va essayer au maximum de donner des feedbacks qui sont constructifs. Et dans cet équilibre de donnant-donnant, le candidat va dire j'ai peut-être raté, mais voilà ce que j'en retiens, ou voilà ce que j'ai appris, ou voilà ce que j'ai compris. Après, on n'a pas 100% de retour, on ne fait pas 100% des feedbacks comme on aimerait le faire, et c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer en permanence. Ok, et donc au-delà de ça, avec tout ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui manque encore, sur quel point d'amélioration vous pouvez avancer? Mais justement, nous, ce sur quoi on a vraiment à cœur d'apprendre à chaque fois qu'on a quelque chose enfin, un échec, un fail, on va essayer de tirer des leçons de nos échecs, et donc de voir comment on peut s'améliorer. Donc tous les jours, on met en place des choses. Tous les jours, on va se dire en fait, ce mail-là, il va pas, ce template-là, il est pas clair. En fait, on va pas mettre un call RH là, mais plutôt à ce moment-là. Enfin, donc, on essaye vraiment de se réinventer tous les jours par rapport au feedback qu'on a des candidats. Et je pense que les points sur lesquels on a vraiment à s'améliorer, c'est clairement le lead time. Parce qu'on a quand même une gestion de volume, et donc on aimerait que ça dure moins longtemps et qu'on soit encore plus efficace. Donc ça, on y travaille vraiment très très fortement au quotidien. Et ensuite, je dirais le taux de retour, vraiment avoir un taux de retour qui soit à 100%. Et comment tu travailles le lead time au quotidien, l'amélioration du lead time? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est prioriser les postes sur lesquels on travaille, pas être sur tous les fronts en même temps, et surtout s'assurer en tant que recruteur ou en tant que RH qu'on amène le candidat au bout. Et en fait, c'est pas j'ai validé l'étape RH et après c'est le job du manager et c'est plus mon job. En fait, se dire que vraiment on va accompagner le candidat jusqu'au bout, et le garant du lead time, c'est le RH, c'est le recruteur. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Si tu avais quelques mots pour définir l'expérience candidat, ce serait quoi? Les plus importants, ce qu'il faut qu'on retienne là de ces quelques minutes de talk. La première chose, c'est soyez authentique, montrez vraiment qui vous êtes et quelle entreprise vous êtes, et comment vous travaillez au quotidien. Faites faire le tour du bureau, montrez les différentes personnes des équipes, etc. Ça, c'est hyper important. Après, je dirais que c'est faire en sorte de prioriser, donc aller plus vite dans le process, parce que c'est aussi ce qui fera la différence vis-à-vis d'autres entreprises. Et puis de personnaliser. Donc n'essayez pas de mettre des personnes dans des cases ou d'avoir des étapes trop segmentées, mais réinventez-vous en permanence pour personnaliser au maximum le flux du recrutement. Merci beaucoup, Sarah.